c'est la première fois qu'on a eu une vague de chaleur aussi précoce, dès la fin du mois de mai. Et d'ailleurs maintenant on a les chiffres qui ont été donnés par les scientifiques et par Météo France. Le mois de mai 2026 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de bord pour le mois de mai 2026. Je suis Thomas Pellerin-Carlin, je suis député européen et je vais vous raconter un peu les éléments qui ont été marquants, en tout cas pour moi, sur cette période du mois de mai 2026. On va parler d'abord de la vague de chaleur qui a frappé très brutalement l'ouest de l'Europe et notamment le nord-ouest de la France. Ensuite, je vais répondre aux questions qui ont été posées par Claire et par H et ça va m'amener à vous parler un peu à nouveau des enjeux de leasing social. On fera aussi un petit point sur la situation pétrolière mondiale avec le blocage qui continue dans le détroit d'Ormuz. Et ensuite, je vais aussi vous partager ce qu'on a fait dans l'agglomération caennaise et dans le Calvados le 8 et le 9 mai pour fêter l'Europe. Donc on commence par la vague de chaleur. Vous l'avez tous et toutes ressenti, cette vague de chaleur qui s'est abattue sur la France à la fin du mois de mai. Moi d'ailleurs ça m'a marqué parce qu'en fait ça a eu un impact sur l'anniversaire de ma maman. Avec ma maman on a fêté du coup ses 77 ans, donc voilà, fête familiale, un dimanche midi avec le barbecue, etc. Et bon, j'étais en charge du barbecue. Être en charge du barbecue, vous savez forcément, ça veut dire qu'on est forcément à proximité de la chaleur. Mais là, il y avait vraiment une chaleur écrasante dans le Calvados, mais en fait, dans toute la partie ouest de l'Europe. Cette vague de chaleur-là, à voir ça, si vous voulez, le 15 août, ça arrivait avant dans le temps. C'est la première fois qu'on a eu une vague de chaleur aussi précoce, dès la fin du mois de mai. Et d'ailleurs maintenant on a les chiffres qui ont été donnés par les scientifiques et par Météo France. Le mois de mai 2026 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. Alors cette vague de chaleur, elle nous impacte tous et toutes, mais elle a évidemment un impact particulièrement important sur les gens qui travaillent et notamment qui dépendent de la météo pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est évidemment le cas des agriculteurs. Il y a des inquiétudes des agriculteurs sur une vague de chaleur aussi précoce. Certains craignent que ça puisse amener à des pertes de production de 10%, ce qui est énorme dans une récolte. Voilà, les choses ne sont pas encore complètement décidées si je puis dire, mais c'est effectivement inquiétant. Cette vague de chaleur, elle a aussi un impact sur les travailleurs et les travailleuses. Vous les voyez, ces personnes-là qui travaillent notamment dans le bâtiment, qui sont sur les échafaudages, et qui font un travail qui demande une force et qui demande de l'énergie. Faire ce travail-là en plein cagnard, c'est dangereux. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça, de comment est-ce qu'on adapte la France à cette nouvelle situation climatique et notamment pour la question des travailleurs, de manière à améliorer leurs conditions de travail en règle générale, mais en particulier dans des périodes qui sont particulièrement compliquées. Un des débats que vous avez peut-être suivi, c'est l'idée de faire un congé climatique. Donc ça a été émis comme idée de dire peut-être qu'on peut avoir des congés payés exceptionnels pour permettre aux gens de rester chez eux plutôt que d'aller travailler lorsqu'il y a des enjeux climatiques importants. Et c'est ce qu'a fait l'Espagne. Et l'Espagne l'a fait notamment lorsque les gens ne peuvent plus physiquement accéder à leur travail. Donc par exemple quand les routes sont coupées à cause d'une inondation. Cette idée, c'est une idée qui est utile à discuter dans le cadre d'une véritable stratégie d'adaptation du monde du travail au dérèglement climatique qu'on connaît. Un des éléments qui est très important et que disent les chercheurs, c'est que ces congés climatiques ils peuvent être utiles pour des situations qui sont complètement exceptionnelles. Et c'est le cas par exemple des grandes inondations qui ont eu lieu en Espagne il y a quelques années, où effectivement des inondations de cette ampleur-là, alors elles reviennent de plus en plus fréquemment, mais ça reste une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, et dans ce cadre-là, avoir un congé climatique, un congé payé climatique, effectivement, c'est une des mesures pertinente, et c'est ce qu'a fait l'Espagne et c'était une bonne idée. Et au-delà des travailleurs du bâtiment, ça a aussi un impact sur les gens qui travaillent dans les usines. Et donc j'étais à la fin du mois de mai avec les travailleurs de Renault Cléon. Donc Renault Cléon, c'est le site qui fabrique des moteurs de voitures pour Renault. Donc si vous avez une voiture Renault, il y a de très grandes chances que votre moteur, il ait été fabriqué à Cléon en Normandie. Ce site-là, il a toujours fabriqué les meilleurs moteurs qui pouvaient être faits à l'époque. Et donc c'était beaucoup de moteurs thermiques évidemment lors du siècle passé, mais au XXIe siècle, le site s'est repositionné vers le moteur électrique. Aujourd'hui, ils produisent quasiment plus que des moteurs électriques. Et donc par exemple, si vous avez acheté récemment une ER5, il y a aussi de fortes chances que le moteur ait été fait à Cléon. À Cléon, ils ont des compétences et un savoir-faire qui est vraiment
incroyable. En fait, à Cléon, ils sont capables de récupérer de l'aluminium, vous leur donnez un lingot d'aluminium, et ils vous transforment ça en un moteur qui fonctionne parfaitement et qui va être capable de rouler pendant des centaines de milliers de kilomètres avec une fiabilité extraordinaire. Ils font un travail de précision de l'ordre du micron, donc le micron c'est un millième de millimètre, donc on est vraiment presque dans de la bijouterie, si je puis dire, dans une précision chirurgicale. Tout ce travail-là, ils le font à l'intérieur d'un bâtiment et en fait, eux aussi sont soumis à des conditions de température qui sont compliquées. Et donc parfois régulièrement, quand il fait très chaud à l'extérieur, dans l'enceinte de l'usine, il fait 32, 34, parfois 36 degrés, et donc ça a un vrai impact. Alors il y a déjà des éléments qui sont mis en place au sein de l'usine pour adapter les conditions de travail. Parfois, par exemple, les pauses sont un peu plus longues, de manière à ce que les corps puissent récupérer, parce qu'évidemment, fournir cet effort physique et intellectuel, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est beaucoup plus difficile et pénible de le faire quand on est dans un bâtiment à l'intérieur duquel il fait extrêmement chaud. Et donc je pense que ce serait bien qu'on ait enfin une vraie discussion sérieuse en France sur le monde du travail et l'adaptation au changement climatique, et qu'on soit capable d'engager un dialogue social constructif, parce que, quoi qu'on fasse, on vit dans un monde de plus en plus chaud. Et à chaque fois qu'il y a une vague de chaleur, et que je me plains parce qu'il fait trop chaud, je pense à ce que me disait un climatologue qui s'appelle Christophe Cassou. C'est un super climatologue avec qui j'avais beaucoup de chance de travailler avant que j'entre en politique il y a 2 ans. Et quand j'étais encore chercheur, souvent Christophe et moi on se retrouvait dans des conférences où en gros Christophe expliquait le problème en tant que climatologue, et moi en tant que spécialiste de l'énergie j'expliquais un peu c'était quoi les solutions. À un moment je me suis plaint, et puis Christophe il m'a dit te plains pas Thomas, t'es en train tu devrais apprécier l'été le plus froid du reste de tes jours. Ça m'a toujours fait rire parce que, en fait, c'est vrai. On aura des vagues de chaleur de plus en plus tôt, on aura des vagues de chaleur qui seront de plus en plus chaudes, voilà, c'est comme ça, c'est le fruit des choix qui ont été faits par des décideurs politiques, par des industriels pendant en fait, tout le siècle précédent, et malheureusement des choix qui continuent à être faits par des gens comme Donald Trump, qui sont dans la négation du dérèglement climatique, mais des gens aussi comme Jordan Bardella qui s'opposent à tous les progrès écologiques qu'on propose ici au Parlement européen, mais aussi dans les parlements nationaux, dans les conseils régionaux, dans aussi les conseils municipaux, puisque pour agir sur l'écologie, il faut vraiment agir à absolument tous les niveaux, du plus local au plus global. Puisque j'ai commencé à dire du mal de Donald Trump, on va enchaîner là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Donc Donald Trump a déclenché le 28 février une guerre illégale et inutile. Il y a déjà des centaines et des milliers de personnes qui sont directement mortes de cette guerre. Et un des impacts de cette guerre, c'est qu'il n'y a aujourd'hui quasiment plus de pétrole qui passe à travers le détroit d'Ormuz. Je vous en parlais déjà dans un des journaux de bord précédents. Et en fait, la situation n'a pas évolué. Donc ça fait depuis 3 mois qu'on a perdu 15% du pétrole mondial. Alors pour l'instant, on voit juste des effets sur les prix, mais si ça continue comme ça, en fait, il y aura un problème de volume, c'est-à-dire un manque de pétrole dans le monde. Donc on a perdu 15% de la production mondiale de pétrole. Pour l'instant, la consommation, elle, n'a pas baissé. Alors comment est-ce qu'on explique ça? C'est parce qu'il y a pas mal d'éléments dans le système pétrolier mondial qui font tampon. Et un de ces éléments-là, il se passe du temps entre le moment où il y a du pétrole qui est extrait en Irak ou en Iran ou ailleurs, et le moment où ce pétrole-là, après avoir été transformé, en fait c'est du diesel que vous mettez dans votre voiture. Et donc il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois de temps. Là, il est tout à fait possible qu'une partie du pétrole que vous mettiez dans votre voiture, il vient en fait d'Irak et d'Iran, ou d'Arabie Saoudite, mais il a été extrait avant que Trump déclenche sa guerre. Un deuxième élément qui fait tampon, c'est qu'en fait on a des réserves stratégiques de pétrole. Mais ces réserves stratégiques de pétrole, on a commencé à les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a un choix de la part des gouvernements de dire on va puiser dans nos réserves de pétrole pour essayer de faire un peu baisser les prix du pétrole. Donc pour faire en sorte que le prix de l'essence soit à 2 €, 2,20 € au lieu d'être à 2,60 € ou 2,80 € par exemple. Ces réserves-là, en fait, on a commencé à les utiliser. Alors on en a encore, mais notre stratégie ne peut pas être de continuer à puiser dans nos réserves quand il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que Donald Trump va arrêter de bloquer le détroit d'Ormuz. Et quand bien même le détroit d'Ormuz cesserait d'être bloqué là demain, les experts du milieu pétrolier estiment qu'il faudra entre 9 et 12 mois pour que la situation revienne à peu près à la normale. Donc ça veut dire qu'on va devoir vivre avec des prix du pétrole, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios, on va devoir vivre avec des prix du pétrole qui vont rester élevés. Et si jamais la guerre reprenait, si jamais aussi les marchés financiers commençaient à évaluer le risque de manière différente, on pourrait se trouver avec des prix du pétrole qui vont être encore plus élevés que ceux qu'on connaît déjà depuis 3 mois. Et donc là, il faut avoir une approche vraiment rationnelle.
Il faut sortir de la politique de l'autruche, qui consiste à mettre la tête dans le sable et à dire tout va bien madame la marquise, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Le problème, il est encore gérable pour l'instant, mais si on continue à rien faire, on va avancer vers la plus grande catastrophe de l'histoire du pétrole, mais on va avancer, si je puis dire, comme des somnambules dans cette direction-là. Donc face à cette crise pétrolière qui s'inscrit dans la durée, il faut aussi qu'on prenne des mesures immédiates, et des mesures immédiates qui, elles aussi, peuvent s'inscrire dans la durée. Alors du coup, il y a deux questions qui vont me permettre aussi de dire ce que moi je pense qu'il faudrait faire. La première question, c'est la question de Claire qui me dit, en fait, si tu faisais partie du gouvernement, tu ferais quoi? Et il y a aussi la question de H, qui est du collège de Tilly-sur-Seulles, et qui me dit, qu'est-ce que moi j'essaierais de faire, qu'est-ce que j'essaierais de mettre en place là bientôt? En réalité, ce qu'il faut mettre en place immédiatement, c'est le leasing social. Le leasing social, c'était déjà une bonne idée avant la crise du pétrole. Le leasing social, ça permet aux gens d'accéder à une voiture électrique en payant un loyer modéré de l'ordre de 100 € par mois. Et accéder à la voiture électrique, c'est absolument essentiel et c'est un vrai gain de pouvoir d'achat pour tous les gens qui font beaucoup de kilomètres. Et donc c'est pour ça que là, immédiatement, il faut donner accès à 100 000 voitures électriques pour 100 000 auxiliaires de vie qui travaillent notamment en milieu rural. Et donc j'ai fait les calculs, aujourd'hui on parle de gens qui vont faire par exemple 75 à 100 km par jour. Et donc du coup, ces personnes-là, elles vont payer aujourd'hui à peu près 300 € par mois de pétrole. S'il n'y a pas ce leasing social, si on leur permet d'accéder à une voiture électrique à loyer modéré grâce au leasing social, elles n'ont plus besoin de payer 300 € par mois d'essence puisqu'elles ne consommeront plus d'essence. À la place, elles paieront 100 € par mois de loyer pour avoir accès à la voiture et 80 € par mois d'électricité puisqu'elles peuvent recharger chez elles après une longue journée de travail. Et donc vous voyez, en fait, au lieu de payer 300 €, elles vont payer 180 € pour avoir accès à la voiture fabriquée en France et à l'électricité, elle aussi, produite en France. Donc ça, c'est vraiment du bon sens. Pour que 100 000 auxiliaires de vie aient accès à ça, il faut un soutien financier de l'État, il faut effectivement une dépense publique intelligente. Et on a chiffré le coût complet de cette mesure-là. Pour les 100 000 auxiliaires de vie, ça coûterait 0,6 milliard à comparer aux 72 milliards que Emmanuel Macron a dépensé pour essayer de mal gérer la dernière crise pétro-gazière qu'on a connue entre 2021 et 2023. C'est une mesure qui a effectivement un coût budgétaire, mais le coût budgétaire, il est extrêmement faible et on peut déjà le financer avec un nouveau fonds qui a été mis en place par l'Union européenne, parce qu'on s'est battu pour ça, qui s'appelle le Fonds social climat, qui est mis en place depuis le 1er janvier. Et pour en fait pouvoir y accéder, il faut aussi que le gouvernement français fasse son travail et demande à l'Union européenne de pouvoir accéder à ce Fonds social climat. Et avec ce Fonds social climat, l'État français sera tout à fait capable de financer cette grande politique de leasing social. Et donc, ces 100 000 voitures pour les auxiliaires de vie, ça s'inscrit dans un plan plus général. Pour les travailleurs et les travailleuses de France, quel que soit leur métier, on propose 1 million de voitures et ça se fait dans un contexte européen où nous, sociodémocrates de tous les pays d'Europe, France, Italie, Espagne, Suède, Pologne, Lettonie, etc., on porte aussi ce projet à l'échelle européenne. Et donc évidemment à l'échelle européenne, on voit les choses plus en grand. Et donc c'est 10 millions de voitures électriques qu'on veut rendre accessibles grâce au leasing social pour les travailleuses et les travailleurs de tout le continent européen. Pour finir, le mois de mai aussi, c'est un mois extrêmement européen. Pourquoi? Parce qu'il y a la fête de l'Europe, le 9 mai. Et donc du coup, le 8 mai et le 9 mai, j'ai un peu sillonné une bonne partie du Calvados pour faire plein de choses qui étaient en réalité assez chouettes. Donc tout ça a commencé pour moi avec l'apéritif européen qui est organisé par le maire de Bernières-sur-Mer, Thomas Dupont-Fédérici. Et en fait, il fait venir des associations qui en fait sont des associations de jumelage. Donc par exemple, la ville de Vire dans le Calvados, la ville natale de Michel Drucker, est une ville qui est jumelée avec une ville roumaine et donc ils ont un jumelage avec cette ville roumaine. Et donc du coup, les Virois qui s'occupent de ce jumelage-là sont venus à Bernières-sur-Mer avec un petit peu de boisson et un petit peu de charcuterie et un petit peu de fromage qui venait du coup de Roumanie. Et il y avait aussi un stand espagnol, un stand italien, c'était vraiment hyper chouette. Et donc avec cette petit apéritif là, ça a permis de parler un peu d'Europe et puis aussi de découvrir des cultures européennes par la nourriture. C'était hyper sympa. Après ça, je suis allé à Colombelles. Colombelles, c'est dans l'agglomération de Caen pour faire un match de foot.
Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot, j'ai jamais été très bon au football, on va pas se mentir. Dans mes grandes heures à l'avant-garde de Caen, quel club de foot où j'étais quand j'étais gamin, j'étais vraiment pas très bon. Quand le club a créé une équipe D, ils m'ont mis directement dans l'équipe D, donc voilà, j'adorais Vicente Lizarazu quand j'étais enfant, mais je n'avais pas son talent pour être un excellent défenseur latéral gauche. Donc moi ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au foot, mais en fait je trouvais ça chouette de pouvoir se retrouver, d'organiser avec le club de foot de Colombelle et dans le cadre de la fête de l'Europe, un petit match de foot très sympathique. Et donc il y a pas mal d'élus locaux qui sont prêtés au jeu. Donc moi évidemment j'ai joué au foot, vous avez peut-être pu voir les photos si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram. J'ai été à un moment gardien, j'ai fait un arrêt décisif pour l'avenir du match. Mais il y avait aussi le maire de Colombelle et le maire de Giberville qui étaient là, donc c'était aussi très sympa d'avoir des élus locaux qui ont aussi tapé dans le ballon avec moi. Et aussi des adultes qui sont venus par curiosité et aussi des adolescents du club de foot de Colombelle qui sont venus là et qui clairement ont haussé le niveau de jeu parce que clairement c'était eux qui savaient mieux jouer que nous, mais voilà, c'était très chouette et ça a aussi permis de parler d'Europe de manière en fait complètement différente, complètement informelle, donc c'était super. Et après l'après-midi du 9 mai, on a organisé à Caen une fête de l'Europe avec beaucoup d'associations qui sont venues, à la fois des associations de jumelage elles aussi, mais aussi l'association Enfants d'Ukraine qui est extrêmement active dans le Calvados pour qu'on continue à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, et aussi des associations comme les Jeunes Européens, comme le Mouvement Européen, et j'en oublie quelques-unes. Il y avait aussi la Fresque du Climat qui était là, et donc c'était vraiment super. Et on a pu du coup passer d'un stand à l'autre. Les gens ont pu découvrir plein de choses qui sont liées à l'Europe, et on a eu aussi un petit débat sur quelle Europe pour l'espoir, quel espoir pour l'Europe, ce qui a aussi permis de parler des sujets d'actualité. Et donc du coup je voulais profiter de ce journal de bord pour remercier tous les hommes et toutes les femmes qui ont réussi à faire en sorte que ces événements-là, ces fêtes de l'Europe-là se passent super bien. Je voulais d'abord remercier mon assistant local Thibaut, qui est de Ouistreham mais qui est basé à Caen et qui a vraiment énormément travaillé pour pouvoir faire ça. Et aussi tous les gens qui ont participé à ça. Je pense à Hélène, à Ibrahim, à Marc, à Tatiana et aussi à tous les bénévoles qui nous ont permis de faire vivre l'Europe le 8 et le 9 mai dans l'agglomération de Caen. Et même d'ailleurs, y compris dans le reste du Calvados, grâce à Thomas Dupont-Fédérici à Bernières-sur-Mer. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'avoir contribué à ça. Moi je suis très très fier de vous représenter au Parlement européen. Parce qu'en démocratie, un élu, un représentant, il est là pour porter la voix des citoyens, et c'est bien du coup aussi de rencontrer un maximum de citoyens, y compris dans des formats beaucoup plus informels, pour rester au contact de cette société française, normande et calvadosienne, qui est une société vivante, qui est une société avec des citoyens actifs, qui donnent de leur temps pour faire vivre des causes, pour se battre pour des causes au quotidien. Et du coup, je suis vraiment très très fier d'avoir l'honneur de vous représenter au Parlement européen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal de bord. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir la notification, vous abonner aussi à la chaîne. On se retrouvera du coup à la fin du mois de juin. Bonne journée.